Alors, bonjour Nicole. Nous allons parler aujourd'hui du papier que tu nous as donné pour le numéro spécial de la revue Histoire sociale, publié l'année dernière, un papier qui s'intitulait Pas de statut pour Hubertine, quand notre mémoire d'une pionnière du suffragisme fait des vagues. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il parlait, cet article? Alors peut-être tout d'abord pour resituer Hubertine Auclert en quelques mots, c'est la principale et la plus connue des suffragistes françaises, qui est connue aussi pour avoir inventé le terme de féministe dans son acception contemporaine pour désigner le combat pour l'égalité des sexes. Et dès le milieu des années 1870, elle s'est singulièrement par ses stratégies audacieuses, partant à l'assaut de la Bastille euh, conservée par les hommes 100 ans après la Révolution française. Son autre originalité, c'est qu'elle inverse les priorités. Il ne s'agit pas de revendiquer d'abord, comme le suggèrent Léon Richer et Maria de Rem, les droits civils, mais les droits politiques, parce que le droit de vote, estime-t-elle, est la clé de voûte de tous les autres droits. Tant que les femmes ne seront pas représentées politiquement, il y a peu de chances pour qu'elles obtiennent quoi que ce soit. Elle est cependant très minoritaire dans cette conception des choses jusqu'au début du XXe siècle, euh, donc belle époque du féminisme où le suffragisme a le vent en poupe. Et c'est en 1914, lorsqu'elle meurt, euh, finalement l'idée est devenue tellement populaire qu'on parle de lui ériger une statue. Mais la survenue de la Grande Guerre, quelques semaines plus tard, rejette ce projet qui ne se concrétisera d'ailleurs jamais dans un avenir incertain. J'ai donc cherché d'autres lieux de mémoire d'Hubertine Auclert qui sont plus confidentiels et, et autour desquels s'organise une mémoire qui est aussi un peu intermittente. Alors j'avais isolé, enfin j'avais défini plutôt trois phases. D'abord, jusqu'à la fin des années 1920, où la mémoire d'Hubertine Auclert est vivante, portée par des personnes qui l'ont connue et avec des commémorations organisées autour de sa tombe au Père-Lachaise à Paris, et également autour d'une plaque commémorative qui est installée en 1924 sur un immeuble situé 151 rue de la Roquette où elle a vécu de longues années. Et là aussi, des commémorations sont organisées qui représentent pour les féministes euh, autant d'occasions d'empouvoirment, d'empowerment, je ne sais pas comment il faut dire, puisqu'elles sont présentes à cette occasion dans l'espace de la cité et qu'elles prononcent des discours. Mais tout cela va se tarir à la fin des années 20, d'une part parce que le suffrage des femmes qu'Hubertine Auclert avait fondé est dissous, d'autre part parce que les militantes vieillissent et disparaissent les unes après les autres, notamment Camille Bellilon en 1930, qui était la principale turiféraire, on va dire, d'Hubertine Auclert. Et donc en 1930, année de la mort de Camille Bellilon, où par coïncidence, c'est aussi l'année où la suffragette Emmeline Pankhurst est statuifiée. Outre-Manche, les pèlerinages sur la tombe d'Auclert, enfin les commémorations, cessent. Et on va entrer alors dans une seconde phase qui s'apparente apparemment à un creux de la vague mémorielle, mais qui est décisive parce que c'est pendant les années 30 que la militante féministe Marie-Louise Bouglet va récupérer les archives d'Hubertine Auclert et les sauver de la disparition. Alors, elle n'est pas la seule à cette époque à s'intéresser à Auclert. Il y a aussi des militantes qui trouvent qu'elle devrait être davantage connue
est reconnu et qui s'inspirent de son audace dans leurs actions militantes. Mais il n'empêche qu'en 1944, lorsque les Françaises obtiennent enfin le droit de vote, le nom d'Hubertine Auclair n'est pas seulement prononcé. Il faut donc attendre la seconde vague du féminisme pour qu'elle réémerge. Alors, les féministes de la deuxième vague avaient un rapport un peu paradoxal à l'histoire, puisqu'à la fois elles disaient 1970, année zéro, mais en même temps, elles avaient une grande soif d'histoire. Et c'est précisément le processus de mémorialisation qui est relancé au milieu des années 70, hein, avec l'émergence de l'histoire des femmes, et qui va profiter à Hubertine Auclair avec la redécouverte du fonds Bouglé et un certain nombre de publications sur elle, notamment sa biographie par l'historien américain Stephen House, qui malheureusement n'a pas été traduite en français. Mais il y a aussi des écrits francophones, hein, notamment par Edith Tayeb et Geneviève Fraisse. Et puis, il y a l'alternance politique qui joue aussi en 1981, lorsque Yvette Roudy décide d'instituer une journée internationale des femmes et à cette occasion d'organiser une exposition à la gare Saint-Lazare avec des femmes illustres qui sera ensuite présentée au Panthéon en 2002. Et parmi ces femmes illustres figure Hubertine Auclair. Cela dit, on peut considérer que la panthéonisation d'Hubertine Auclair s'est révélée tout à fait éphémère et superficielle, puisque elle n'est jamais entrée à l'intérieur du Panthéon, comme la plupart des autres femmes qui figuraient dans cette exposition en 2002. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le principal lieu de mémoire d'Hubertine Auclair, c'est peut-être le Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes qui s'est placé sous son vocable et qui a réutilisé sa photo en militante suffragiste comme identité visuelle. Voilà donc pour l'essentiel le contenu de ma communication, que je concluais par le fait qu'il s'agissait d'une mémoire fragile, de papier, voire numérique plutôt que de marbre, et une mémoire portée surtout par des femmes et des féministes, qui dépend par conséquent des flux et des reflux des vagues du féminisme. Et aujourd'hui, malheureusement, Hubertine Auclair n'est toujours pas reconnue pour son rôle historique, ni pour la dimension universaliste de sa pensée, et en cela elle est emblématique des femmes exclues de l'universel. Sans doute que tant qu'elles resteront, pour citer l'historienne Eliane Viennot, indésirables dans la démocratie française, elles le demeureront dans la mémoire nationale. Mhm. Oui, donc ça c'était une conclusion très, très forte. Et aujourd'hui, un an plus tard, où en es-tu avec Hubertine? J'ai travaillé sur la promotion du journal d'une suffragiste dont j'ai réalisé une édition critique après l'avoir redécouvert. Et peut-être que ce journal d'une suffragiste est en train de devenir lui-même un lieu de mémoire, puisque dans une récente émission sur France Culture, Femmes en dissidence, dans la série documentaire, une militante euh, féministe euh, témoignait des effets de la lecture de ce journal sur elle. Elle trouve cette lecture inspirante en cela même qu'elle témoigne des moments de détresse d'Auclair. Et, dit-elle, alors là je la cite, ça fait du bien de savoir qu'Hubertine aussi a eu ces moments de doute. Quant à moi, mes recherches portent aujourd'hui sur des militantes féministes totalement invisibilisées et parfois simplement invisibles, parfois aussi de leurs propres faits car elles se dissimulaient derrière un pseudonyme.
Et de ce point de vue, je fais un usage stratégique d'une autre personnalité saillante du féminisme, Astier de Valzer, amie et compagne de lutte d'Hubertine Auclair, dans l'espoir de les retrouver. Et pour terminer, je dirais peut-être que c'est aussi un des mérites de la problématique des lieux de mémoire féministes, à partir d'eux, qui permettent de glorifier les grandes femmes du passé, on peut retrouver des féministes sans qualité, qui ont contribué aussi très largement à faire cette histoire. Super. Merci beaucoup, Nicole.